Est-ce que vous avez déjà entendu parler de The Dark Knight? Je pense que oui. Il y a une vingtaine d'années, Batman était au plus mal. Après les films à grand spectacle, flamboyants mais vides comme Batman et Robin, qui est aujourd'hui considéré comme l'un des pires films de tous les temps, la franchise semblait avoir perdu toute crédibilité. Mais la Warner savait que cette licence devait renaître. Mais comment? Parce que c'est soit ça passe avec un retour en force du justicier masqué, soit ça casse et le super-héros finit aux oubliettes. Pendant des années, les idées se sont enchaînées. Un Batman Year One par Darren Aronofsky, un Batman vs Superman sombre et apocalyptique, des scénarios qui se multiplient mais ne convainquent pas. Le Chevalier Noir reste coincé dans les limbes du développement. Puis en 2003, un nom circule dans les couloirs de Warner Bros, Christopher Nolan. Un réalisateur britannique au style précis, froid et réaliste révélé par Memento, et ce qu'il propose ne ressemble à rien de ce que le studio a entendu jusque-là. Pas de gothisme excessif, pas d'univers fantaisiste, il veut raconter une histoire humaine ancrée dans notre réalité. Nolan arrive au studio avec une présentation fulgurante, 15 minutes pas plus, en un quart d'heure, il déroule toute sa vision, une Gotham crédible, une technologie qui pourrait exister, des personnages motivés par des blessures intimes plutôt que par des pouvoirs venus d'ailleurs, c'est l'histoire d'un homme qui devient une légende. Ce pitch, d'une clarté et d'une ambition folle, a suffi pour convaincre la Warner. Batman pouvait enfin ressortir de l'ombre. Quand Batman Begins sort en 2005, le film fait bien plus que réintroduire un héros. Il déconstruit le mythe pour mieux le reconstruire, car ici, il ne s'agit pas encore du Chevalier Noir qu'on admire, mais de l'homme derrière le masque. Bruce Wayne, hanté par le meurtre de ses parents, cherche un sens à sa colère et à sa peur. Et c'est là toute l'originalité de ce premier opus. Le héros n'apparaît pas comme une figure iconique d'emblée, mais comme un homme en quête de lui-même. Le film devient un récit d'apprentissage, le parcours de Bruce Wayne dans Batman Begins s'apparente à un véritable voyage initiatique, de son errance dans les prisons d'Asie où il tente de comprendre les racines du mal et de se confronter à ceux qu'il considère comme semblables à l'assassin de ses parents, jusqu'à son entraînement rigoureux auprès de la Ligue des Ombres. Chaque étape de ce cheminement vise à le dépouiller de son identité civile pour le reconstruire en quelque chose de plus grand. Mais ce que Nolan met en scène ici n'est pas la transformation d'un homme en super-héros au sens traditionnel du terme. Bruce Wayne ne devient pas un surhomme, il devient un symbole. Et c'est précisément cette idée qui fonde toute la singularité du projet. Batman n'est pas un être aux capacités surhumaines, il est un concept, un masque, une entité construite à partir d'un idéal. Un idéal né de la peur, du traumatisme et du désir de justice. Donc Bruce ne cherche pas seulement à combattre le crime, il cherche à transcender sa propre humanité, à devenir une idée, quelque chose d'intouchable. Parce que comme le dit si bien le film, les hommes peuvent être tués, les symboles sont éternels. Tout ce processus passe par la confrontation à sa plus grande peur, celle des chauves-souris. C'est en affrontant cette peur, en l'acceptant, puis en la retournant contre ses ennemis, que Bruce Wayne se forge une nouvelle identité. Et c'est pour cette raison que Batman Begins accorde autant d'importance au thème de la peur. C'est l'émotion centrale du film, son moteur invisible. La peur est ce qui dévore Bruce de l'intérieur, ce qui paralyse Gotham, ce que les criminels utilisent comme arme, et ce que Batman décide de s'approprier pour inverser le rapport de force. Dans cette optique, les antagonistes du film ne sont pas choisis au hasard. L'épouvantail, alias Jonathan Crane, incarne littéralement la peur. Il l'utilise comme arme chimique, comme manipulation mentale, comme outil de contrôle. En fait, il est la manifestation concrète du traumatisme que Bruce tente de dompter. Et en parallèle, Ra's al Ghul représente la peur dans une perspective idéologique.
Pour lui, il suffit pas d'exploiter la peur, il faut l'institutionnaliser, l'utiliser comme levier de purification morale à l'échelle d'une civilisation entière. En gros, Raz ne veut pas sauver Gotham, il veut la détruire pour en éliminer la corruption, quitte à sombrer lui-même dans une forme de fanatisme. C'est lui qui apprend d'ailleurs à Bruce à faire de sa peur une arme et à devenir plus qu'un homme. Il lui enseigne comment frapper dans l'ombre, comment manipuler les symboles, comment devenir éternel. Et là, on touche à un autre enjeu profond du personnage de Ra's al Ghul, hérité des comics, l'immortalité. Dans les bandes dessinées, Raz est littéralement immortel grâce au puits de Lazare, une source mystique capable de le ressusciter encore et encore. Cette immortalité renforce son obsession pour le temps long, pour les civilisations et pour les idéaux durables. Donc il veut pas simplement inspirer, il veut durer, se perpétuer, imposer sa vision du monde à travers les âges. Mais dans la trilogie de Nolan, cet élément mystique est volontairement écarté. Pas de puits de Lazare, pas de régénération magique, parce que ce choix s'inscrit dans la volonté du réalisateur de rester dans un cadre réaliste et rationnel. Pourtant, en sacrifiant cet aspect, Nolan perd peut-être une occasion de souligner à quel point la vision de Raz est biaisée, voire pervertie. Dans les comics, son obsession de l'éternité est rendue littérale, ce qui en fait un tyran en quête d'absolu. Dans Batman Begins, cette nuance reste plus symbolique, plus implicite. Raz veut faire de Bruce un successeur à son image, un homme immortel non par la chair, mais par l'impact. Mais Bruce refuse cette voie. Il comprend que pour incarner une légende, il faut renoncer à la vengeance, à la destruction et choisir un autre chemin. Ce désir de transformation est symbolisé par le manoir Wayne, représentant sa vie passée et son héritage. Au début du film, Bruce déclare vouloir tout détruire, ce qui exprime ainsi une volonté claire d'une envie de rompre avec son passé pour renaître autrement. Puis, lorsque le manoir est détruit par Ra's al Ghul, ça marque la fin de l'homme qu'il était, et sa reconstruction future annonce la naissance d'une nouvelle identité, désormais prêt à incarner une idée plus grande que lui. Batman Begins ne se contente donc pas de suivre une origin story classique, il interroge déjà les limites du héros. Est-il légitime de combattre la violence par la peur? Où commence la justice et où finit la vengeance? En opposant Batman à Ra's al Ghul, ce film met en place une dualité idéologique qui marquera toute la trilogie. Faut-il changer le monde par l'exemple ou par la destruction? Gotham, gangréné par la corruption et la misère, devient un champ de bataille moral. Et le justicier qui en émerge n'est pas un sauveur lumineux, mais un être très ambigu, qui se dissimule sous un masque pour affronter ses propres ténèbres. Et ce masque, justement, The Dark Knight va se charger de le confronter au regard du monde. Car le deuxième opus ne fait pas que continuer l'histoire, il en montre les conséquences directes. Si Begins pose la question « Pourquoi Batman ?», The Dark Knight pose la question « Quelles sont les conséquences de Batman ?» Quelle est sa véritable influence sur Gotham, sur les criminels, mais aussi sur les citoyens ordinaires? Le film explore l'idée que le symbole de Batman, aussi noble soit-il à sa source, peut être mal compris, déformé et récupéré. En témoigne l'apparition dès le début du film de civils déguisés en Batman, persuadés de servir la même cause que le justicier qu'ils admirent, ce qui est balayé avec une phrase iconique. De quel droit vous faites ça? C'est quoi la différence entre vous et moi? Je ne porte pas de protège-tibia. Le film montre que l'apparition d'un justicier masqué dans un monde réaliste ne peut pas rester sans effet. Il attire les projecteurs, les imitateurs, mais aussi des ennemis d'un tout autre niveau. La police elle-même commence à voir en lui une figure incontournable. Il n'est plus question d'un mythe, il est devenu une donnée du système, un paramètre que même les institutions doivent prendre en compte. Et c'est là que tout change, le ton, l'ampleur, l'ambition. Si Begins posait les bases, The Dark Knight les explose. Le film ne parle plus d'un homme qui devient un symbole, il parle d'un symbole mis à l'épreuve. C'est le cœur du film, le chaos face à l'ordre. Et dans cette équation surgit le Joker. Parce que plus Batman prend de l'importance, plus ceux qui l'attirent sont extrêmes. Le chaos est une réponse à l'ordre qu'il tente d'imposer. Jamais auparavant, un antagoniste de super-héros n'avait autant remis en question les fondements mêmes du récit. Le Joker, joué magistralement par Heath Ledger, n'a pas de plan, pas de but précis, on sait même pas ses origines. Il est le reflet absolu de l'absurde, un agent du chaos pur, et c'est précisément cette absence de logique qui le rend fascinant.
Il ne veut pas tuer Batman, il veut le faire chuter moralement, le pousser à franchir la ligne, à trahir ses propres principes, car dans un monde devenu fou, un homme avec un code représente une anomalie. Le Joker veut le démontrer, et c'est ce qui rend leur confrontation aussi forte. On n'est pas sur une guerre de muscles, mais sur une guerre de conviction. Une bataille idéologique où chaque action est un test, chaque choix un piège moral, et c'est au travers de cette guerre que le film interroge profondément la notion de héros. Peut-on rester un symbole d'espoir dans un monde qui s'effondre? Peut-on défendre la justice sans jamais sombrer dans la violence ou la manipulation? Le Joker pousse Batman dans ses retranchements jusqu'à lui imposer un dilemme tragique. Pour vaincre le mal, doit-il devenir lui-même un monstre? Mais ce dilemme ne s'incarne pas seulement dans le duel entre Batman et le Joker, il se concentre surtout dans un personnage central du film, Harvey Dent. Dent, surnommé le Chevalier Blanc de Gotham, est présenté comme l'alternative, celui qui pourrait sauver la ville sans masque, à visage découvert, celui que Bruce Wayne espère secrètement voir prendre sa relève. Mais cette image de perfection est trompeuse. Dès le départ, The Dark Knight suggère que Harvey cache une part d'ombre. Sa fameuse pièce truquée identique des deux côtés en est la preuve. Elle symbolise sa volonté de faire croire qu'il laisse le destin décider alors qu'il contrôle secrètement l'issue. Il joue avec l'illusion du hasard, comme il joue avec l'image qu'il donne aux autres. Derrière le visage rassurant du procureur courageux se cache déjà une tension, une rage rentrée qui ne demande qu'à éclater. Et le Joker, en le poussant à bout, ne crée pas double face, il le révèle en le libérant. C'est là toute la puissance du personnage. Harvey Dent est double face dès le début, mais il n'en montre qu'un seul côté. Son accident ne fait qu'extérioriser ce qui couvait déjà intérieurement. Sa pièce, désormais brûlée d'un côté, devient le reflet exact de son état psychologique. Une part d'ordre, une part de chaos. Il ne décide plus, il laisse le hasard juger. Il abandonne sa morale, son éthique, son humanité au profit d'une justice froide, mécanique et vengeresse. Harvey Dent, contrairement à Batman, ne supporte pas la complexité morale du monde. Il veut que le bien récompense et que le mal paie, et quand il découvre que la vie ne fonctionne pas ainsi, il s'effondre. Là où Batman accepte le flou, Double Face réclame la clarté, et le Joker, en détruisant l'amour qu'il portait à Rachel, en le défigurant et en le laissant face à l'absurdité de ses convictions, achève de le faire basculer. C'est pourquoi The Dark Knight n'est pas seulement l'histoire d'un héros et de son ennemi. C'est un triangle moral où chaque personnage représente une posture face au chaos. Batman l'affronte en s'imposant un code, le Joker l'embrasse, et Dent, lui, est détruit parce qu'il ne peut pas le contrôler. Et c'est cette chute, celle d'un homme droit devenu assassin, que Batman choisit de cacher pour préserver l'idée qu'Harvey Dent était irréprochable. Pour donner à Gotham une image à laquelle croire, il endosse le crime d'Harvey, accepte de devenir un monstre aux yeux du monde pour que la ville puisse continuer à espérer. Ce deuxième opus renverse ainsi la perspective. Le héros devient fugitif, une sorte de mensonge nécessaire, il n'est plus celui qu'on acclame, mais celui que l'on chasse. Et c'est là que Nolan est brillant parce qu'il ne conclut pas, il suspend. The Dark Knight ne clôt pas une histoire, il laisse un vide moral, politique et émotionnel. Le héros est tombé, mais il a choisi de tomber. Parce que parfois, pour sauver une ville, il faut lui mentir. Gotham peut croire en Harvey Dent, même si c'est Batman qui a sauvé la situation. Mais ce vide, The Dark Knight Rises va venir le combler. 8 ans ont passé, Batman a disparu, Bruce Wayne s'est reclus, brisé par ses choix. Gotham, elle, vit dans une paix factice, construite sur une vérité biaisée, mais cette paix ne tient que par le mensonge. Et c'est le retour de la réalité qui va tout faire exploser. Bane, le nouveau venu, il n'est pas un Joker bis, il est l'héritier idéologique de Ra's al Ghul. Il ne veut pas seulement détruire Gotham, il veut révéler sa pourriture au grand jour. Le film reprend ainsi les thématiques du premier opus, mais les pousse à l'extrême. Là où Begins montrait Gotham comme une ville à sauver, Rises la montre comme une ville à juger. Le peuple se retourne contre les élites. La révolution menace et Batman, usé et affaibli, ne peut plus porter seul ce fardeau. C'est pourquoi ce troisième film n'est plus seulement le récit d'un héros, mais celui d'un passage de flambeau. Bruce Wayne n'a jamais voulu être Batman pour l'éternité, il voulait juste incarner un espoir, et une fois que cet espoir est compris, partagé et intériorisé par les autres comme Blake, Catwoman, la population de Gotham et évidemment Jim Gordon, qui d'ailleurs est le meilleur personnage de cette trilogie et cet objectif,
Bref, grâce à eux, Batman comprend qu'il peut disparaître, car le symbole a pris le relais. La légende est née. La trilogie s'achève sur un retournement puissant. Bruce Wayne simule sa mort, abandonne le masque et laisse Gotham croire que Batman est tombé. Mais en réalité, il s'est libéré. Ce que Nolan a construit en 3 films, c'est une arche complète. De la douleur intime avec Begins, à la chute morale avec The Dark Knight, jusqu'à la renaissance idéologique avec Rises. Batman n'est pas qu'un homme, il est une idée intangible et transmissible. Chaque film répond au précédent, le prolonge, le contredit parfois, mais toujours avec cohérence. Il n'y a jamais eu besoin de suite au sens commercial du terme, il y a une nécessité de suite au sens narratif. Le récit de Begins ne pouvait pas s'arrêter là, car l'homme n'était pas encore devenu légende. Le récit de The Dark Knight ne pouvait pas être la fin car le mythe s'était corrompu. Il fallait Rises pour que Batman redevienne ce qu'il avait choisi d'être dès le départ, un symbole d'espoir. Dès le départ, Nolan savait ce qu'il voulait faire. Il s'est entouré de ses scénaristes et s'est installé dans son quartier général, qui en vérité n'était qu'un simple garage. Mais c'est dans ce garage qu'est né tout un tas de choses qui seront dans la trilogie, comme par exemple les premiers éléments scénaristiques, des storyboards, la nouvelle Gotham avec un modèle miniature de la ville, mais surtout le ton que le réalisateur voulait aborder. Parce que tout était mis en œuvre pour ériger une Gotham crédible. L'exigence était claire, rien ne serait laissé au hasard. Ce monde doit exister, en chair et en os, en béton, en métal ou même en sueur plutôt qu'en pixels. Ce qui est vite démontré avec le développement de la Batmobile, un véhicule pensé comme une machine militaire, optimisé pour ressembler à quelque chose qui pourrait réellement exister. Et les ingénieurs ont planché des mois durant, organisant des tests, calibrant des sauts, des dérapages, des accélérations, poussés au-delà des limites raisonnables, et le tout sans artifice numérique superflu, accentuant l'idée qu'on cherche à prendre une dimension radicalement réaliste. Mais du coup, faire de Batman un personnage pleinement ancré dans le réel, ça reste un pari risqué, presque casse-gueule même, parce que à la base, Batman appartient à un univers très codifié, très fantaisiste, partagé avec des divinités cosmiques, des aliens invincibles, des monstres de laboratoire et des gadgets défiant toute logique scientifique. C'est un monde où un homme peut être congelé vivant, un autre transformé en boue consciente, et où les résurrections sont presque banales. Même Gotham, dans ses nombreuses représentations passées, a souvent été dépeinte comme une métropole gothique, quasi expressionniste, un théâtre d'ombre et de symboles plus que de réalité. En choisissant d'extraire Batman de cet imaginaire pour le replacer dans un environnement tangible, le réalisateur prend donc le contre-pied total de ce que représente traditionnellement l'univers DC. C'est comme si on décidait de filmer un mythe grec avec des contraintes documentaires. Attendez une minute. Le risque avec de telles ambitions, c'est que la moindre incohérence devient alors un problème, car la logique interne du monde ne permet plus l'abstraction. Dans un univers de cartoon, une voiture qui explose ou un saut de 10 mètres peuvent passer, mais dans un univers comme celui de la trilogie, chaque action doit être plausible. Chaque coup doit faire mal, chaque chute a des conséquences, la suspension d'incrédulité n'est plus offerte par le genre. Elle doit être méritée par la cohérence du réel. Mais alors, pourquoi ce choix? Pourquoi risquer de retirer au personnage une part de ce qui fait sa puissance symbolique pour le ramener à quelque chose de plus humain, de plus fragile? La réponse tient en partie dans le contexte cinématographique et social de l'époque. Le cinéma de super-héros au début des années 2000 est encore en phase d'expérimentation. Et beaucoup de films souffrent d'un excès d'artificialité. Le numérique commence à envahir les écrans, mais sans encore en maîtriser le langage visuel. On assiste à une saturation d'effets spéciaux lisses, où les corps n'ont plus de poids, les décors plus de profondeur, les enjeux plus de gravité. Dans ce climat, le besoin d'ancrage devient une réponse à la fatigue visuelle et émotionnelle. Revenir au tangible, c'est renouer avec une certaine idée du cinéma d'auteur, du cinéma physique et mécanique, qui fait appel au sens autant qu'à l'imagination. Mais c'est aussi plus profondément une question de cohérence thématique. Le personnage de Batman est peut-être le seul de tout l'univers d'ici à pouvoir survivre à cette translation vers le réel. Car Batman n'est pas un dieu, il ne vole pas, il traverse pas les murs, il n'est pas protégé par une magie ancienne ou une technologie alien, c'est juste un homme brisé, un homme en colère, un homme qui fait de son trauma une force.
Et c'est cette fragilité humaine, cette ambivalence morale qui rend le personnage compatible avec une relecture réaliste. Si l'univers autour de lui devient crédible, alors sa douleur, son engagement, sa solitude prennent un tout autre poids. Ce choix permet donc de raconter une autre histoire, une histoire où les super-vilains ne sont plus des caricatures, mais des figures possibles, où les masques ne sont plus des déguisements, mais des armures mentales, où la ville n'est plus un décor, mais un acteur à part entière. En fait, le réalisme permet de donner du sens au combat du héros, parce qu'il ne se bat pas contre des monstres, mais contre des idées, la peur, la corruption, le chaos ou encore l'anarchie. Après, évidemment, cela exige une réinvention complète de l'imaginaire de base. Certains éléments des comics sont supprimés, d'autres reformulés, la mythologie est déconstruite, filtrée puis reconstruite à partir d'éléments concrets comme une police corrompue inspirée de faits réels, des gangsters rappelant les mafias contemporaines, un système judiciaire brisé par l'inefficacité, tout devient une extrapolation du monde réel. Même les gadgets, la technologie, la science, tout doit obéir à une logique de plausibilité. Rien n'est magique, tout est construit. Et c'est peut-être ça le plus grand tour de force, faire en sorte que cette trilogie conserve toute sa charge mythologique et symbolique sans jamais avoir recours au surnaturel. La légende de Batman n'est alors non d'un pouvoir ou d'un accident de laboratoire, mais d'un choix, celui d'un homme ordinaire qui décide de devenir une idée. En cela, le réalisme n'écrase pas le mythe, il le révèle juste autrement, il le rend plus proche, plus accessible et plus dérangeant aussi. Mais ce pari n'est pas sans conséquence. En écartant les éléments trop exagérés de l'univers original, on prend aussi le risque de restreindre l'imaginaire, de rendre certains récits inadaptables, de faire reposer tout l'édifice sur un équilibre fragile entre crédibilité et tension dramatique. C'est une construction de funambule, un pas de trop vers l'absurde et tout s'effondre, mais tant que l'équilibre tient, le résultat est d'une puissance rare. Et c'est pour cette raison que Nolan a imposé une discipline, celle de garder le contrôle total de son projet, refusant de déléguer certaines scènes à une équipe secondaire. Chaque plan, chaque mouvement de caméra, chaque explosion entre dans son cadre de vérité. Ce souci du contrôle se ressent logiquement dans la mise en scène elle-même. Tout est millimétré et pensé pour être vécu par le spectateur. La caméra n'est jamais flottante sans raison. Elle épouse les mouvements des corps, traduit le poids des coups, l'urgence des courses, la violence des confrontations. L'une des séquences les plus emblématiques de cette approche reste pour moi sans aucun doute celle du retournement du camion dans The Dark Knight. Ce moment de pure action et d'une brutalité saisissante est filmé avec une rigueur quasi documentaire. Pas de coupe inutile, pas de montage épileptique, le spectateur assiste en plan large à l'impossible qui devient réel. Le camion bascule et s'écrase, et on ressent l'impact dans nos tripes. Cette sensation de réalisme provient du fait que la scène a été réalisée en conditions réelles, un vrai camion a été retourné à l'aide d'un système mécanique complexe, aucun fond vert, aucun CGI grossier, juste de la mécanique, du timing et de la physique. Et c'est précisément ce type de mise en scène qui différencie la trilogie de l'écrasante majorité des blockbusters contemporains. Là où beaucoup de films se contentent d'enchaîner des explosions numériques, Nolan privilégie la tension dramatique et la lisibilité. Il n'est pas question de faire beau au sens graphique, mais de faire vrai. Ça signifie pas que la trilogie est dépourvue d'esthétique, bien au contraire, mais cette esthétique est ancrée dans le sens. Gotham n'est pas une ville stylisée pour le plaisir de l'image. Elle est pensée comme une entité cohérente et vivante. Le choix de tourner à Chicago ou dans d'autres environnements urbains concrets n'est pas anodin. Ça permet d'ancrer l'histoire dans un quotidien reconnaissable, de brouiller les lignes entre fiction et réalité. On ne regarde plus une métropole imaginaire, on a l'impression de voir notre propre ville gangrénée par la peur et la criminalité. Cette approche donne donc naissance à une forme d'immersion rarement atteinte dans le cinéma de genre. Les enjeux semblent d'autant plus graves que tout semble réel. Quand une bombe explose, on y croit. Quand un personnage meurt, on le ressent. Et quand Batman frappe, on entend la chair cogner. La trilogie parvient ainsi à transformer chaque séquence d'action en scène narrative. Rien n'est gratuit, chaque confrontation est un débat idéologique mis en mouvement. Comme on l'a dit, le combat contre le Joker n'est pas qu'un affrontement physique, c'est une joute entre deux conceptions du monde. Et le montage, le jeu des regards, l'utilisation du silence ou de la musique, tout participe à cette dramaturgie. En définitive, la force de cette trilogie réside dans sa capacité à conjuguer la rigueur du réel avec l'ampleur du mythe. Elle redéfinit ce que peut être un film de super-héros, non pas en tournant le dos à ses origines, mais en les réinterprétant à la lumière d'une nouvelle grammaire cinématographique.
Et elle ne cherche pas à éblouir, mais à convaincre, à impliquer et à nous faire ressentir que dans ce monde, chaque choix a un poids et chaque action une conséquence. Et cela sans jamais céder aux facilités narratives ou visuelles. En ce sens, la trilogie n'est pas simplement une adaptation réussie, c'est une refondation, une proposition artistique cohérente, exigeante et surtout profondément humaine. Car si le monde est crédible, si les coups font mal, si la ville étouffe, alors la légende de Batman, elle, paraît d'autant plus grande. Pas parce qu'il vole ou soulève des immeubles, mais parce qu'il tient bon, parce qu'il résiste, parce qu'il choisit de se relever. Et c'est là sans doute que réside l'impact durable de cette mise en scène. Elle nous fait croire que tout cela pourrait arriver. Et surtout que nous pourrions nous aussi, face à l'adversité, devenir plus qu'un homme, devenir une idée. Le succès monumental de la trilogie The Dark Knight a eu un effet sismique sur tout Hollywood. Pendant des années, elle est devenue la référence absolue pour tous les studios cherchant à adapter un super-héros au cinéma. Avec une recette qui semblait magique, un ton sombre, ancré dans une réalité crédible et une approche plus psychologique que purement fantastique. Forcément, beaucoup ont voulu reproduire cette formule. Prenons l'exemple de Man of Steel, rien que le titre en dit long. On ne parle pas de Superman parce que ce nom évoque quelque chose de trop lumineux, trop associé à l'image boy scout et colorée des comics. Non, on préfère l'homme d'acier, un nom plus froid, plus sérieux, qui annonce la couleur. Ce sera un Superman plus torturé, plus réaliste et plus mature. On y retrouve une photographie désaturée, une approche quasi mythologique mais filtrée à travers un prisme réaliste, et un héros qui doute profondément de sa place dans le monde. Et cette influence ne s'est pas limitée qu'à DC, Marvel de son côté a vu The Dark Knight comme un signal. Les spectateurs étaient prêts à accepter des histoires de super-héros plus matures et plus sombres, du moins en apparence. L'un des exemples les plus flagrants reste The Amazing Spider-Man. Le reboot de 2012 avec Andrew Garfield change radicalement de ton par rapport à la trilogie lumineuse et colorée de Sam Raimi. Esthétique plus froide, décors urbains souvent filmés de nuit, héros plus introvertis et marqués par la perte, intrigue plus terre-à-terre, et même un costume plus sombre et texturé. Tout trahit cette volonté de nolaniser Spider-Man. Mais voilà, là où The Dark Knight n'était pas juste sombre pour être sombre, mais utilisait ce ton pour enrichir son propos et plonger ses personnages dans de véritables dilemmes moraux, beaucoup de films post-Nolan se sont contentés d'en copier l'apparence, oubliant que le style n'a de valeur que s'il sert une vision. D'où cette vague de films qui semblaient vouloir être plus matures, mais qui donnaient parfois l'impression d'être juste plus ternes. Surtout que dans le cas de Superman et Spider-Man, c'est un choix quand même assez particulier de vouloir les plonger dans une atmosphère sombre. Alors attention, c'est pas comme si ça n'existait pas dans les comics, bien au contraire, les fans savent qu'il existe des tonnes d'histoires où Superman bascule du mauvais côté, devenant un véritable tyran. Suffit de penser à Injustice ou à certaines intrigues Elseworlds. Et pour Spider-Man, c'est pareil, Peter Parker a traversé des épreuves absolument terribles, on parle quand même d'un héros où il existe un comics dans lequel, après avoir fait l'amour avec Mary Jane, il la tue accidentellement à cause de son sperme radioactif. Oui, c'est complètement con et horrible, mais ça montre bien que les univers de ces personnages ne sont pas toujours lumineux et joyeux. Le problème, ce n'est donc pas le fait de rendre ces héros plus sombres en soi, c'est que pour beaucoup de spectateurs, quand on va voir un film centré sur un personnage qu'on aime, on s'attend à retrouver l'essence de ce personnage, l'image qu'on a toujours eue de lui. Et si on nous le présente avec une tonalité radicalement différente, surtout sans réelle justification scénaristique ou thématique, ça peut créer un vrai décalage. Parce que ça donne l'impression qu'on essaie de forcer un ton grave juste pour coller à une mode, plutôt que de raconter une histoire qui a besoin de ce ton pour fonctionner. La trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan a d'ailleurs laissé une empreinte telle qu'elle a redéfini pour beaucoup la vision même de l'univers DC. Depuis sa sortie, une grande partie du public associe spontanément DC à un univers sombre, réaliste et presque cynique. Pourtant, cette image est très éloignée des fondations réelles de DC. Historiquement, DC est avant tout un univers hautement fantastique, où les super-héros évoluent dans des mondes colorés, remplis de mythologie, de science-fiction et de symbolisme, bien plus proches d'un conte moderne que des drames réalistes. La trilogie de Nolan, tout comme les films de Zack Snyder ou même de Richard Donner, adopte ce qu'on pourrait appeler une approche de verisimilitude. On prend des personnages extraordinaires et on les inscrit dans notre monde.
avec ses règles, sa politique, ses enjeux contemporains. C'est une manière de dire « et si Batman existait vraiment dans notre société ?» alors qu'à la base, l'ADN de DC fonctionne à l'inverse. Ce n'est pas le super-héros qui vient s'intégrer dans notre réalité, c'est nous spectateurs qui sommes invités à plonger dans un univers entièrement réinventé. Avec ses propres villes iconiques, comme Metropolis, Gotham, Themyscira, etc., ses propres lois physiques et son mélange assumé de magie, d'extraterrestres et de super-science. Ce décalage explique en partie pourquoi le dernier Superman de James Gunn divise. Gunn propose un retour à une esthétique très colorée, assumant pleinement la dimension pulp et grandiose de DC, avec une galerie de personnages hauts en couleur qui rappelle l'âge d'or et d'argent des comics. Certains spectateurs, habitués à l'image plus terre-à-terre laissée par Nolan ou Snyder, y voient une marvelisation de DC, simplement parce que l'univers paraît plus lumineux et exubérant. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. James Gunn ne copie pas Marvel, il ramène DC à ses fondamentaux, à cette vision d'un monde plus grand que nature, où le fantastique n'est pas un élément perturbateur dans la réalité, mais la norme même dans laquelle on évolue. Mais encore une fois, il faut bien le préciser, peu importe la vision adoptée, qu'il s'agisse celle de Richard Donner, de Christopher Nolan, de Zack Snyder ou de James Gunn, aucune n'est intrinsèquement meilleure ou moins bonne qu'une autre. Ce sont des choix d'adaptation et de mise en scène portés par la sensibilité et la lecture personnelle de chaque réalisateur. Chacune de ces approches ont un sens et chacune propose une porte d'entrée différente vers l'univers DC.